Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sans script, sans filtre, sans montage, sans maquillage, sans prise de son, sans aucun des artifices modernes qui font la joie de nos contemporains et qui sont si distrayants sur cette fameuse plateforme qu'est YouTube. Donc j'espère pour vous que si vous êtes tombé par hasard sur ce contenu, c'est parce que vous êtes une personne qui s'intéresse un peu aux littératures de l'imaginaire et pas quelqu'un qui veut simplement voir une belle jeune femme parler de choses superficielles devant son téléphone, parce que vous aurez juste droit à une mère de famille entre deux âges qui va vous parler de science-fiction. Je sais, c'est nul. Donc si la science-fiction ne vous intéresse pas, eh bien, tout simplement, passez votre chemin. Et vous allez peut-être vous dire également, eh bien, tout ceci est fort artisanal, voire même rural. Et vous aurez raison, je suis d'une ruralité à nulle autre pareille. On ne peut pas enlever la ruralité de moi. Donc voilà, la technophilie ne passera pas par moi, et mes vidéos resteront telles qu'elles sont, c'est-à-dire un peu simplettes. Donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez immédiatement cliquer sur la croix et vaquer à de plus intéressantes occupations. Voilà, ce point étant établi, donc j'ai perdu la moitié des gens qui avaient cliqué, il ne me reste plus que 2 spectateurs. Salut! Heu, donc on va être bien tranquille entre nous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman sur lequel je suis tombée pratiquement par hasard, et pour ça, je dois dire merci à l'exception culturelle française qui m'avait jusque-là pratiquement préservée de l'influence de cet auteur-là. Je mets auteur avec un E, mais je changerai. Des fois, je dirais autrice et des fois, je dirais scribouillarde. Comme ça, je mettrai tout le monde d'accord. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Ayn Rand, et comme d'habitude, je prononce mal, et comme d'habitude, s'agissant de personnes avec un nom ou ici un pseudonyme anglo-saxon, il est absolument évident qu'elle aurait mal prononcé mon nom également. Donc nous sommes à égalité. Voilà. Donc je suis tombée sur une note de bas de page dans un autre bouquin que j'étais en train de lire sur le nom de cette dame, et puis il y a des choses dans ce qui était décrit de son travail qui m'ont paru intéressantes. Et je me suis dit, ben écoutez, je vais essayer de lire un de ses livres de science-fiction. Parce qu'elle a écrit un livre de science-fiction en 1936 qui s'appelle Hymne. Alors, Ayn Rand, je ne vais pas tellement vous parler de sa vie. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que quand on dit je ne vais pas tellement faire, en fait, ça c'est pour annoncer qu'on va le faire. Je sais pas comment le langage humain a été fait, mais là c'est mal câblé. Ouais, mais bon, disons que je suis tombée sur l'idée que c'était quelqu'un qui avait beaucoup influencé des personnes on va dire, d'une certaine haute société américaine, des capitaines d'industrie, ce genre d'individus, notamment avec son bouquin qui a été traduit en français par le titre La Grève, et avec son essai qui s'intitule euh, L'égoïsme, je sais plus quoi. Et le pire, c'est que je l'ai lu avant-hier. Je ne recommande pas cette lecture. Pour moi, c'était enfin, un jeune de 15 ans pourrait démonter tous ces arguments, enfin bon, bref. Mais le bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui, Hymne, il a été écrit avant tout ça. Désolée d'avoir oublié le titre avec l'égoïsme. La vertu d'égoïsme. Excusez-moi pour ce... Oui, c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez, je suis une vieille daronne, donc c'est comme ça, j'ai des trous de mémoire de temps en temps. Donc ouais, la vertu d'égoïsme... Bref. Mais je comprends pas le succès en fait. Pour moi, c'est vraiment un truc. C'est de la philosophie d'ado qui veut rester irresponsable en fait. Enfin, ça. J'ai eu beaucoup de mal à aller au bout de cette lecture enfin, oui. Ça réussissait l'exploit d'être à la fois poussif et pas du tout assez poussé. C'était de la magie pour moi. Enfin bon. Mais
en 1936, quand elle écrit Hymne, eh ben, elle n'est pas encore l'auteur de ce bouquin-là, elle n'est pas encore l'auteur de La Grève, elle n'est pas encore l'auteur qui a été apparemment adulée par des personnes qui sont pour l'ultracapitalisme. Donc, bon, qu'est-ce qu'elle est pourquoi je décide de ne pas tenir compte de qui elle a inspiré après. Je vais vous donner un autre exemple. Vous me direz dans les commentaires s'il vous semble valable ou pas, mais par exemple, il y a un bouquin de science-fiction, si on peut dire, du 19e siècle qui s'appelle La race future, qui est un petit peu un livre maudit parce qu'il a été apprécié par les nazis. Mais le monsieur qui l'a écrit n'avait aucune sympathie pour les nazis, et pour cause, il est décédé bien avant que les nazis ne fussent advenus à l'existence. Donc je trouve ça illogique en fait de condamner un bouquin pour l'influence qu'il va pouvoir avoir après, quelquefois à son corps défendant, parce que la race future, je vois pas en quoi, enfin bref, je vois pas. C'est un livre qui a son propre intérêt et pour lequel je ferai peut-être une vidéo. Là, Hymne, je me suis dit, ben, c'est un peu pareil. L'auteur, donc, c'est une femme qui est née à Saint-Pétersbourg en 1905, en février 1905, qui était d'une famille juive assez aisée. Son père était pharmacien. Vient la révolution bolchevique, et puis voilà que toute leur vie est mise par terre, que tout est confisqué, et bon, bref, elle s'enfuit en 1926 à l'âge de 21 ans pour les États-Unis. Enfin, elle s'enfuit. Elle part avec un passeport, quand même, ne romantisons pas, hein. Elle part avec un passeport légal aux États-Unis, elle s'installe, elle essaye de vivre de petits boulots, mais bon, apparemment c'était une dame qui avait un petit peu de mal avec ce qui était de l'ordre du concret, hein, bon. Et bon, elle a réussi à obtenir du travail à Hollywood en écrivant des scénarios, et bon, bref. Et elle écrit donc Hymne en 1936. Et on va parler de ça, et on va pas parler de qui elle va avoir inspiré après. Alors, donc dans ce bouquin-là, c'est un bouquin qui m'a d'un côté plu, et d'un autre côté qui m'a vraiment singulièrement dérangée. Alors, qu'est-ce qui m'a plu? De quoi ça parle? En fait, nous sommes dans un futur très lointain, et le livre est écrit à la première personne du pluriel par un opposant politique au système qui existe alors dans le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'il est écrit à la première personne du pluriel? Parce que dans cet univers-là, qui est un univers, donc on suppose, post-communiste, il est interdit d'utiliser le pronom je. Les gens ne savent même pas que ça existe, donc on doit toujours dire nous. De même, on va toujours dire il ou elle au pluriel pour parler d'une seule personne. On va dire vous à la place de dire tu. Bon, ça, dans la traduction française, ben, ça n'a pas été... Enfin, ça choque moins le lecteur français. Je sais pas d'ailleurs ce que ça pouvait donner en anglais, sûrement que ça ne le choquait pas non plus. En espagnol, ça marcherait pas. Bref. Elle avait qu'à écrire en espagnol, cette dame. Bref. Donc, ce monsieur nous raconte, par sa plume, eh bien, ce qu'il advient de l'humanité dans un système où tout est égalitarisme et planification. Donc, qu'est-ce qui lui arrive à cet homme-là? Il explique qu'il est né et qu'il a grandi dans une sorte d'école... comment dire? En fait, personne ne connaît ses parents, tout le monde appartient à l'État, tout le monde est donné à l'État et vit dans un seul et même bâtiment. Voilà, les enfants apprennent des choses à l'école. Alors, ce jeune-là, il était un petit peu doué intellectuellement, et du coup, ben, il se faisait réprimander par les professeurs, car il ne faut pas en apprendre plus que ce que les autres ne sont capables de comprendre. Donc voilà, il a déjà vécu toute sa vie en se disant, bon ben voilà, il était différent et ça ne passait pas. Donc ça, c'est une thématique qui est très intéressante et que je trouve qu'elle est bien explorée dans le livre. Il existe dans cet univers différents corps de métier auxquels, à l'âge de 15 ans, on vous affecte. Donc il attend l'âge de 15 ans et lui, il veut absolument aller chez les érudits.
Donc il veut aller chez les érudits, il veut aller chez les érudits, et en fait, comme il est un peu trop monsieur je sais tout, il est envoyé en étant balayeur de rue. Et donc il se dit, bon ben voilà, je vais expier, enfin, nous allons expier notre faute envers nos frères en étant balayeur de rue, et puis le conseil, c'est mieux que nous. Alors c'est ce qui se passe, et en fait en étant balayeur de rue, il se rend compte que dans les balayeurs de rue, il y a des gens qui ont de sérieuses limitations intellectuelles, et d'autres qui sont comme lui, en fait des personnes avec une intelligence vive et une propension à l'originalité. Donc en fait tous ceux-là, on les met balayeurs de rue. Un jour, dans son travail de balayeur de rue, avec un de ses... Alors lui il s'appelle... égalité, puis suivi de chiffres, hein. Tout le monde a des noms comme ça en fait, donc c'est égalité, liberté, union, enfin bref, des noms comme ça, avec des chiffres. Bref. Et un jour, alors qu'il est en train de balayer avec un de ses camarades qui est lui aussi un petit peu trop éveillé intellectuellement pour son bien, il se retrouve en fait à trouver ce qui semble être une ancienne bouche de métro. Et son compagnon lui dit non, non, il faut absolument s'en aller de là, c'est interdit pour nous de contempler les vestiges du monde d'avant, donc il faut absolument faire comme si de rien n'était. Et notre héros dit non, non, nous sommes heureux d'avoir trouvé ce souterrain, c'est à nous, nous allons y rester, nous allons explorer. Et c'est ce qu'il fait. Il arrive à dérober du papier, des chandelles, parce que là, nous sommes dans un univers en fait où la technologie est effondrée, et comment dire, la technique qui a été inventée il y a quelques centaines d'années, c'est la chandelle, et ça a remplacé les torches, et c'est vraiment quelque chose de mirifique. Mais sinon, on voit qu'ils vivent à un niveau presque... pas du tout du Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, on avait des techniques beaucoup plus élaborées que ça. Donc en fait, même une époque qui n'a pas existé dans l'univers humain tel qu'il existe maintenant. Bref. Et du coup, il s'enfuit. C'est très facile pour lui de s'enfuir parce qu'en fait, les gens sont tellement soumis depuis qu'ils sont petits que la surveillance n'est pas tellement rude. Il suffit de leur dire faites ça, ils le font. Donc, et il écrit avec le papier qu'il a volé, l'encre qu'il a volée, avec les chandelles qu'il a volées, il écrit ce qui lui arrive. Donc en fait, ce qui lui arrive, c'est qu'en explorant ce souterrain, eh bien, il redécouvre des choses interdites. Et, et lui, il se dit que il va les faire connaître aux érudits, et que comme ça, les érudits seront heureux, et ça sera très bien pour toute la société, et alors ça fera peut-être pardonner le grave péché qu'il a commis d'être différent. Très bien. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Il va proposer la découverte de l'ampoule aux érudits, il est attrapé, enfin bref. Ça se passe mal pour lui. Entre-temps, il a une petite aventure avec une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Liberté, je ne sais plus combien, et bon, ils ne peuvent absolument pas se parler vraiment, ils ne peuvent pas se toucher, mais ils se font des fois des petits coucous très discrets, voilà. C'est ce qui s'approche le plus d'une romance là-dedans, parce que je vous expliquerai pourquoi après, ça fait partie des choses qui m'ont déplu, d'accord? Donc jusqu'ici l'histoire, je trouve, c'est intéressant, c'est bien écrit, la tension entre le fait d'être un humain avec sa propre originalité et un système totalitaire, c'est très intéressant. Bon. Bref, mon notre Gugus, il lui arrive des problèmes, et il s'enfuit dans la forêt, parce que la ville est entourée d'une forêt, et personne ne va jamais dans la forêt, parce que la forêt, ça fait peur. Donc il va dans la forêt, il n'est pas poursuivi, parce que de toute façon on dit que les bêtes sauvages vont le manger, et lui il dort dans la forêt, comme ça, il se réveille le lendemain matin, tout va bien, il décide de manger, donc il prend une pierre et tac, il tue un oiseau du premier coup, il tape 2 silex, ça allume un feu, et il peut manger comme ça, et il avance dans la forêt vierge comme ça, comme qui rigole, sans problème, et il est rejoint au bout de 2 jours par sa copine qui sait qu'il lui est arrivé des bricoles, donc en fait elle l'a suivi. Ils sont contents comme ça, ils avancent dans la forêt, donc ils se nourrissent de fruits, d'oiseaux, et ils boivent l'eau des ruisseaux sans aucun problème.
et à un moment donné, il trouve une maison abandonnée qui date des temps anciens, des temps interdits. Donc cette maison avec l'électricité qui fonctionne, des vêtements, donc de quoi protéger la maison avec de l'électricité aussi, et surtout des livres, et alors plein d'ampoules électriques partout. Donc d'ailleurs ça c'est assez bien, comment dire? C'est assez bien rendu parce qu'il explique que, ben, tout partout, il y a des globes de verre avec, des filaments, en métal dedans, et au début, il ne sait pas vraiment ce que c'est, et le lecteur, en première intention, se dit: Qu'est-ce que c'est que des globes de verre qui décorent partout?» Et bon, on se rend assez vite compte quand même que ce sont des ampoules, et en fait, il commence à lire tous les livres, et là, il découvre, le mot interdit, «je», et c'est la révolte finale pour lui, donc de l'homme qui se dresse face, au système, et qui dit: «Voilà, je suis là, j'existe, je ne dois rien à mes frères, ce ne sont pas mes frères, je me choisirai des amis selon mes affinités, et le mot le plus important dans le monde, c'est le mot ego.» Et ça se termine sur ce mot. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ce livre? Déjà, ben, je trouve que, ben, à ce moment-là de l'histoire de l'autrice, allez, je l'appelle l'autrice ce coup-là, on peut être touché par le fait qu'elle s'émeut face au totalitarisme dans lequel elle s'est retrouvée, plongée bien contre, son gré. Et ça, on peut le comprendre tout à fait. L'idée que, voilà, des êtres humains, parce qu'ils ont certains, talents, peuvent être mis de côté et peuvent être rabaissés, et quelle peut être leur lutte pour continuer à exister malgré tout, j'ai trouvé que c'était bien rendu, c'était intéressant. Hem, L'écriture, je l'ai trouvée intéressante aussi. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a fait que j'ai été dérangée par cette lecture? Et encore, enfin, voilà, là, je l'avais vraiment lu avant d'avoir essayé de lire La vertu d'égoïsme, là, qui m'a... Mais comme elle l'a écrit avant également, voilà, hein, soyons honnêtes jusqu'au bout. Donc qu'est-ce qui m'a déplu, en n'ayant pas, l'idée de ce qu'elle allait devenir par la suite? En fait, ce qui m'a déplu, c'est vraiment ce qu'on appelle maintenant le world building. C'est-à-dire que là, non, c'est ni fait ni à faire. Je vais vous donner plusieurs exemples. J'ai parlé, auparavant du fait il avait cette petite romance là avec, Liberté, 228 813, chiffre non contractuel, et en fait, pour eux, la reproduction, comment elle se fait? Eh bien, ils ont un jour dans l'année où ils doivent aller aux maisons d'accouplement, et là, on les apparie selon des critères eugénistes, et ils doivent, faire leur petite affaire pendant un jour, et après, des bébés naissent et ils sont enlevés aux mères. Mais d'où est-ce que vous avez vu? La population ne pourrait jamais se renouveler comme ça. Je veux dire, pour moi, une femme de 31 ans qui n'est même pas au courant de ça, je me suis dit: «Mais attends, mais ça va pas, la population, elle s'effondre en une génération comme ça. Enfin, toutes les femmes ne vont pas être fertiles le même jour, et ça marche pas, en fait, c'est complètement ridicule.» Ensuite, on enlève directement les enfants, donc on sait pas comment ils sont nourris, ça peut pas marcher. Les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Elle a l'air de croire que seulement les êtres humains, supérieurs, un peu, comme elle, ne fonctionnent pas comme ça, mais non, non, les êtres humains normaux et ordinaires, comme votre humble servante, non, on fonctionne pas comme ça. Un bébé que vous allez traiter comme une mécanique, ça va pas marcher, en fait. Ça donnera rien. Heu, voilà, hein, désolée, mais ça déjà, c'était un truc, bon, son univers, en fait, un univers totalitariste, par exemple, si vous lisez Un bonheur insoutenable, ça marche. Ça marche de ouf, c'est même effrayant. Mais là, son histoire, elle, ça ne marche pas. L'anti-mixité complète, ça ne marche pas. Bon, mais en fait, voilà, quand il était dans son monde de la ville, encore, ça pouvait passer. Mais alors dans la forêt, non, ben non. Là, voilà, moi, qui suis, la ruralité incarnée, moi, je vais pas vivre dans... Enfin, honnêtement, si on me dit là, «Tiens, vieille daronne,
de 47 ans, qui a vécu tout le temps près de forêt, va dans la forêt comme ça, avec pas d'habits, parce qu'il a presque plus de fringues, le gars, hein, il a plus rien. Tu vas dormir là, dans la forêt. Tu te mets n'importe où, puis tu dors. Parce que lui, il dort comme ça d'une traite. Hein. Oh, puis il se réveille le matin, oh, quelle gloire d'être dans la nature, oui, oui. Bah, tu me la copieras d'aller dormir dans la forêt. Sur le sol, comme ça. Vas-y, essaie. Oh, sur la mousse. Bah oui, c'est confortable, la mousse. Oui, il n'y a pas de bestiole, il n'y a pas de truc qui te rentre dans les... Hein? Non. Ça, non. Dans l'univers d'hymne, il n'y en a pas. Bah, comme ça, c'est bien. Dans son univers, un mec qui n'a jamais fait ça de sa vie, jamais il a fait ça de sa vie, le mec. Il a été à l'école, après il a fait balayeur de rue. Il ramasse une pierre, d'un seul coup, paf, il abat un piaf. Mais d'où t'as vu ça? Tu sais, tu vas essayer... Non, ne le fais pas hein, chez toi. Mais jamais, du premier coup comme ça, tu vas prendre un caillou et paf, tu vas abattre le piaf. Ça n'existe pas. Ça se peut pas. N'essayez pas parce que ça va pas marcher. Vous allez perdre votre temps pour rien. Ensuite, il prend 2 silex, paf, il fait du feu. Tous les gosses qui ont vécu à la campagne ont essayé de faire du feu avec des silex. Non, on nous a menti dans Pif Gadget et à l'école. C'est pas comme ça. On peut allumer du feu avec des silex, ça c'est vrai. Mais il faut avoir une technique, il faut avoir de l'amadou, ça peut se faire très vite. Mais c'est vraiment une technique qu'on doit apprendre. Ça va pas, oh bah j'arrive dans la forêt comme ça, tralala, c'est la première fois que je suis dans une forêt, tiens, ce caillou, c'est justement un silex, oh, et bien voilà, tic tic, haha, ça y est. Comme on disait dans mon jeune temps, clic clac, merci Kodak. Si vous avez la rêve, vous êtes vieux. Ça marche pas comme ça. Après, il trouve sa copine, bon, c'est super, et ils se nourrissent de fruits. D'où tu sais quels fruits tu vas manger. J'ai lu ce bouquin, après je me suis promenée dans la forêt, et j'ai trouvé du muguet. Et le muguet, à cette heure-ci, ça a plein de petites baies violettes. Ça ressemble à des myrtilles, si vous y connaissez rien. Sauf que si vous les mangez, c'est à vos risques et périls. Ne le faites pas. C'est comme de balancer des pierres sur les piafs. Ne le faites pas. C'est vachement dangereux. Il y a plein de plantes dans la forêt qui sont dangereuses. Mais là, pas de problème. Tout est bon. Et ensuite, alors pourquoi ça me dérange? Parce que il y a une méconnaissance, en fait, de la matérialité dans ce qu'elle a de pragmatique. Et ça me dérange. Parce que je pense qu'on ne peut pas dénoncer un totalitarisme qui nie l'individu et qui nie l'humanité en créant de briques et de brocs une humanité comme ça, dans une nature de briques et de brocs qui n'a aucune... Enfin voilà, qui arrive comme ça. Que le mec, c'est comme s'il était sorti tout armé de la ville dans laquelle il a grandi et paf, il sait tout. Et ça va quelque part avec cette Ayn Rand. Parce que c'est quelqu'un dont on a l'impression elle nie l'utilité des gens ordinaires dans le fonctionnement social. Donc voilà, là, il y a des gens qui sont supérieurs, et il y a des gens qui sont ordinaires, et finalement qui sont juste des boulets, en fait, comme les fausses érudites sont. Et une chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'ils arrivent dans une maison où tout est fait. Comme c'est pratique, comme c'est commode de trouver une maison où tout est fait. Les habits sont là. Et personne ne l'a construite, cette maison. Bien sûr, hein, les ouvriers du bâtiment. Voilà, enfin, alors on va me dire, mais il est quand même balayeur de rue. Oui, il est forcé à être balayeur de rue, il fait d'ailleurs très mal son travail, mais voilà, là, il y a une... Comment dire? Je trouve que si on doit dénoncer le totalitarisme, alors il faut le dénoncer en ce qu'il est opposé au, à l'humain tel qu'il est dans sa nature incarnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer un totalitarisme par une abstraction d'être humain qui serait juste valable par son intellect. Ça, je trouve que ça ne marche pas. Donc, voilà.
c'est quelque chose qui me tenait quand même un petit peu à cœur de dire. Alors je sais que j'ai un peu débordé de l'axe que je m'étais donné au début parce que j'ai parlé un petit peu de ce qu'elle allait devenir par la suite. Je suis désolée, hein, c'était difficile quand même de pas se projeter un petit peu. Mais parce que j'ai trouvé que ça apparaissait en fait, on a l'impression vraiment de quelqu'un qui, heu, alors qu'elle se présentait comme matérialiste et athée, finalement c'est quelqu'un de presque spiritualiste dans le sens où il y a une négation d'une certaine forme, de ce qui fait le corps dans son fonctionnement et de ce qui fait le maintien du corps dans cette réalité, dans cette incarnation concrète qui passe par une certaine forme de travail manuel, par une certaine forme de fonctionnement physiologique qui semble être complètement absent, pour le coup, de ce bouquin-là. Donc voilà ce que j'avais à en dire. Est-ce que c'est un livre dont je recommande la lecture? Si vous aimez lire des dystopies, bah, vous pouvez toujours le lire. Moi, je l'ai lu comme un document historique, d'une certaine façon. Heu, mais vraiment, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait pas eu un travail, disons, de l'éditeur, ne serait-ce derrière. Parce que, ben, si vous me suivez depuis un moment, voilà, moi, j'écris des livres qui n'ont pas d'éditeur et je fais mon travail toute seule et on me dit des fois: «Mais un éditeur, c'est bien parce qu'il donne un petit peu, un point de vue». Bon, d'accord. Mais là, personne ne lui a dit: «Mais écoute, ma cocotte, non, mais non, on n'abat pas un piaf comme ça du». Peut-être les éditeurs le savent pas, j'en sais rien, je sais pas. Il y a peut-être pas assez d'éditeurs qui viennent de la campagne, je sais pas. Peut-être que vous vous dites: «Mais elle exagère un peu en insistant sur ces points-là», mais vraiment pour moi, c'est une question centrale. Parce que c'est la question qui va, je pense, dominer toute son œuvre après. Dire voilà, là, il y a des gens qui sont, très utiles à la société et des gens qui sont inutiles. Mais en fait, ceux qui sont inutiles, bah, c'est justement ceux qui s'occupent de trucs comme, faire en sorte qu'il y ait des maisons et qu'on ait à manger sans devoir, lancer des pierres dans les piafs, quoi. Parce que ça marche pas et puis c'est un artifice littéraire facile pour se débarrasser d'une catégorie de population qui non, dont on peut pas se débarrasser dans le réel, c'est pas opérant. Voilà. Donc est-ce que je recommande de lire ce livre? Oui. Est-ce que vous passerez un bon moment? Heu, Probablement si, vous êtes jamais allé dans une forêt, vous serez pas outrés. Voilà, et bien écoutez, j'ai beaucoup parlé parce que ça faisait longtemps que je vous avais pas vu parce que j'avais des tas de trucs déplaisants à faire. Heu Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier pour les courageux qui sont restés jusque-là et à bientôt pour une nouvelle vidéo, donc sans script, sans filtre, sans filet, etc., etc., etc. Salut!